Danielle Moreau avait 34 ans lorsqu'elle entra dans la salle de sa propre réception de mariage, persuadée d'avoir bâti sa vie avec un homme bien. Elle avait cosigné le prêt qui avait sauvé l'entreprise familiale de son mari. Elle avait conçu le plan de table négocié, le lieu passé 2 ans, à soutenir discrètement Lefebvre Fils, pendant que tout le monde supposait que Thomas y parvenait seul. Puis, au milieu d'un toast, sa mère Carole dit quelque chose qui ne ressemblait pas à une plaisanterie. Dany les trouva dans un couloir près de la cuisine. 3 heures à peine après le début de son propre mariage, Carole disait à Thomas qu'il pouvait encore trouver mieux. Thomas ne contestait pas, il acquiesçait. Dany lui posa une seule question. Il se figea au lieu de répondre. Elle n'éleva pas la voix, elle ne pleura pas. Elle retira simplement la bague de son doigt, la plaça dans la main ouverte de Thomas et se tourna vers la porte laissant sa propre réception derrière elle. Thomas n'avait aucune idée de ce qu'elle savait déjà, ni de ce qu'elle s'apprêtait à en faire. La grange sentait le cèdre, la cire de bougie et quelque chose de doux que Dany ne parvenait pas tout à fait à nommer. Des guirlandes lumineuses blanches pendaient des poutres en longues rangées douces. Des tables rondes remplissaient le plancher en dessous, chacune dressée avec du linge de couleur crème et de petits vases en verre contenant des fleurs jaunes pâles. L'endroit tout entier rayonnait. Dany avait négocié le lieu elle-même, 3 réunions avec le propriétaire, 2 devis concurrents qu'elle avait imprimés et apportés sur la table. Au final, elle avait obtenu une réduction de 15% sur le prix de la location et 1 heure supplémentaire gratuite. Thomas l'avait serré dans ses bras quand elle le lui avait annoncé. « Tu es incroyable », avait-il dit souriant comme s'il avait gagné quelque chose. Elle en avait été fière. Elle l'était toujours. Dany, une femme à une robe verte, lui attrapa le bras près de l'entrée. C'était Jeanne de ses années d'université, grand sourire, les yeux un peu vitreux à cause de l'open bar. « Tu es magnifique. »« On dirait que tu as déjà trouvé le champagne, » dit Dany en riant. « 2 verres, peut-être 3. Ne me juge pas. » Dany lui serra la main et continua d'avancer, s'arrêtant tous les quelques pas pour étreindre quelqu'un, dire un nom, prendre des nouvelles d'un enfant, d'un travail ou d'un long trajet. C'était ainsi que Dany se déplaçait dans une pièce. Elle se souvenait des choses, elle se souvenait des gens. Ce n'était pas un jeu d'actrice, c'était simplement sa nature. Elle avait 34 ans et avait passé la dernière décennie à construire une vie faite d'attention minutieuse. Directrice des opérations dans une entreprise de logistique de taille moyenne, la personne que son supérieur appelait quand quelque chose menaçait de s'effondrer discrètement et devait être réparé avant que quiconque ne le remarque. Elle était douée pour voir les problèmes à l'avance. Elle était douée pour rester calme. Elle était moins douée, pensait-elle parfois, pour savoir quand arrêter de résoudre des problèmes qui n'étaient pas les siens. Lefebvre Fils en était l'exemple le plus clair. Le père de Thomas avait bâti l'entreprise de construction à partir de rien. 30 ans de travail, une bonne réputation des sous-traitants fidèles. Quand il mourut 18 mois après le début de la relation entre Dany et Thomas, il laissa à son fils une entreprise qui perdait déjà de l'argent. Thomas avait le charme de son père mais pas sa discipline. Les factures partaient en retard, les chantiers étaient sous-évalués. La 2e année, la comptabilité était un désastre silencieux. Dany était intervenu sans qu'on le lui demande, avait réorganisé le système de classement, aidé Thomas à renégocier 2 contrats avec des fournisseurs. Et lorsque l'entreprise eut besoin d'un prêt pour rester solvable pendant un hiver difficile, elle l'avait cosigné. 40 000 € de risque avec son nom sur les documents. Thomas l'avait appelé son rock. Elle s'était dit que c'était ce que faisaient les partenaires. Le dîner fut bruyant et chaleureux. Les toasts se succédèrent. Sa colocataire d'université, le témoin de Thomas, sa tante de Marseille, qui raconta une histoire que Dany avait entendue 100 fois et qui la faisait toujours rire. La nourriture était bonne, le vin encore meilleur. Thomas gardait sa main sur son genou sous la table et se pencha 2 fois pour lui dire qu'elle était magnifique. Puis Carole se leva. Carole Lefebvre avait 61 ans, svelte, dans une robe gris colombe, ses cheveux argentés coiffés en vagues soignées. Elle tenait sa coupe de champagne à 2 mains et souriait. Le sourire qu'elle avait affiché toute la soirée, chaleureux, posait le sourire d'une femme qui sait toujours où est pointée la caméra. « J'ai vu mon fils aimer beaucoup de choses dans sa vie », commença Carole, sa voix portant facilement. L'entreprise de son père, cette communauté, cette famille. Elle fit une pause, laissa la salle se calmer. Et Thomas a toujours eu le don d'être attiré par les femmes fortes, les femmes ambitieuses. Une petite vague de rire parcourut les tables. Je suppose qu'on sait de qui il tient ça. D'autres rirent. Carole sourit plus largement, inclinant son verre vers Dany dans un geste qui, sous tous les angles de la pièce, semblait chaleureux. Dany lui rendit son sourire. Elle garda un visage détendu. Elle leva son verre d'1 demi-centimètre en retour, mais quelque chose de petit et de froid avait traversé sa poitrine, silencieux comme un courant d'air à travers une fenêtre fêlée. Elle retourna le mot 1 fois, ambitieuse. Était la façon dont Carole l'avait tenu un demi-temps de trop, comme quelque chose qu'on pose délicatement sur une table plutôt qu'on ne le dit. Elle le classa,
le laissa passer. C'était son mariage. Elle trouva une excuse pour s'éclipser juste après 21 heures. Thomas s'était éclipsé pendant le deuxième set de l'orchestre et elle avait supposé qu'il était allé aux toilettes ou prendre l'air. Il faisait chaud dans la grange. Elle suivit le couloir vers la cuisine, ses talons silencieux sur le parquet. Au coin près d'une porte coupe-feu ouverte qui laissait entrer une fine bande d'air frais nocturne, elle entendit des voix, basses proches. La voix de Thomas d'abord, puis celle de Carole. Dany s'arrêta de marcher. Elle n'avait pas l'intention d'écouter. Elle faillit faire demi-tour, mais la voix de Carole résonna clairement, douce et certaine, comme elle parlait toujours quand elle se croyait la seule adulte dans une pièce. « Tu pourrais encore trouver mieux, Thomas, tu le sais. » Une pause, le son lointain et étouffé de l'orchestre, puis la voix de Thomas basse sans hésitation. « Je sais. » Dany tourna le coin. Elle ne se pressa pas. Elle ne claqua pas de porte ni n'éleva la voix. Elle entra simplement dans le couloir. Les deux se retournèrent au son de ses talons sur le sol. Et pendant un instant, personne ne bougea. Le visage de Thomas devint blanc. Carole se reprit plus vite. Elle le faisait toujours. « Dany !» La main de Carole se leva, un petit geste gracieux. « Je ne le pensais pas comme ça. Tu sais comment je parle. Je voulais juste dire. » Thomas. Un seul mot. Elle ne regarda plus Carole. Thomas portait toujours son costume de mariée, le bleu marine foncé, qu'elle l'avait aidé à choisir dans la boutique de la rue des Commerçants, celui qui donnait à ses épaules une apparence plus large qu'elle ne l'étaine. Il tenait un verre de whisky. Il ne l'avait pas fini. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. « Dany, allez, dit-il. » Sa voix avait cette qualité douce et prudente de quelqu'un qui essaie de calmer quelque chose qui n'a pas encore commencé. Elle ne le pense pas comme ça sonne. Tu sais comment elle est. Dany se tenait très immobile. L'orchestre jouait quelque chose de lent et de chaleureux derrière elle, étouffé par les murs, et elle pouvait entendre les verres tinter et les gens rire dans la salle principale. Son mariage continuait sans elle. « Es-tu d'accord avec elle ?» La question sortit d'une voix égale, sans tremblement, sans chaleur. Thomas la regarda, puis il regarda le sol, puis de nouveau vers elle. « Ce n'est pas, je veux dire, c'est ma mère, elle. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Il ouvrit à nouveau la bouche. Rien ne sortit. Le silence dura 4 secondes, peut-être 5. Elle les compta comme elle comptait les choses quand elle avait besoin de rester stable, calmement, tranquillement, l'une après l'autre. Il ne dit pas non. C'était ça le truc. Malgré tout, les balbutiements, les rétropédalages, la façon dont il regardait sans cesse Carole comme si elle pouvait lui donner les bons mots. Il ne dit pas une seule fois non. Et quelque chose se produisit dans la poitrine de Dany. Pas une rupture, pas l'effondrement chaud et déchiqueté, auquel elle aurait pu s'attendre, celui qui s'accompagne de mains tremblantes et d'une voix qui se brise. C'était le contraire. C'était un apaisement, une immobilité. Elle avait déjà vu ça une fois. Elle avait 16 ans debout dans le couloir de la maison de sa mère. Un autre couloir, une autre nuit, regardant sa mère. Hélène se tenir dans l'embrasure de la cuisine, pendant que le père de Dany expliquait très calmement qu'il partait, qu'il y avait quelqu'un d'autre, qu'il était désolé. Sa mère n'avait pas crié, elle n'avait rien jeté. Elle était juste devenue très silencieuse comme l'eau profonde devient silencieuse. Et Dany n'avait pas compris à l'époque. Elle avait pensé que c'était le choc. Elle avait pensé que sa mère était brisée. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas le choc, c'était la clarté. Le genre de clarté qui ne vient que lorsqu'on arrête enfin d'espérer qu'on a tort. Dany regarda Thomas un long moment. Ses yeux étaient humides au coin. Il avait l'air jeune, désolé et petit dans ce costume cher. Elle faillit ressentir quelque chose de tendre pour lui. Presque. « Dany, s'il te plaît. » Sa voix se brisa légèrement. « Pouvons-nous juste? Pas ce soir. Pas ici. Rentrons, et nous pourrons. » Elle tendit la main droite et saisit la bague à sa gauche. Elle s'enleva plus facilement qu'elle ne l'avait prévu. Elle l'avait choisie avec lui chez un petit bijoutier en ville, un solitaire rond sur un fin anneau d'or simple comme elle aimait les choses. Elle l'avait porté pendant 14 mois. Elle l'avait regardé à sa main pendant des conférences téléphoniques, en conduisant, en étant assise en face de Thomas au dîner, était pensant tranquillement, et avec une réelle certitude qu'elle avait fait un bon choix. Elle la tint une seconde, sentit son petit poids. Puis elle tendit la main et la plaça dans la paume ouverte de Thomas. Il la fixa comme s'il ne savait pas ce que c'était. « Dany. » Elle s'était déjà retournée. Derrière elle, Carole dit quelque chose. Son nom ou le début d'une explication, l'une des explications douces et soigneusement construites de Carole qui finissait toujours par la présenter comme raisonnable et tous les autres comme réagissant de manière excessive. Dany ne s'arrêta pas en descendant le couloir, passant devant la porte de la cuisine où elle pouvait sentir les derniers restes du dîner être débarrassés, passant devant le vestiaire où sa veste était encore suspendue à un crochet avec son nom sur une étiquette qu'elle avait écrite elle-même. Elle s'arrêta assez longtemps pour la décrocher, la plia sur son bras et continua. La porte d'entrée de la grange était lourde. Elle la poussa d'une main et sortit dans la nuit.
L'air était frais et très pur, des étoiles au-dessus du gravier sous ses talons. Le son de l'orchestre flottait à travers les murs derrière elle. Quelque chose avec un rythme rapide maintenant. Le genre de chanson qui fait se lever les gens de leurs chaises. Elle se dirigea vers sa voiture. Elle mit sa veste. Elle s'assit sur le siège du conducteur un instant, les deux mains sur ses genoux. Puis elle mit le moteur en marche et partit. La lumière du Porsche était déjà allumée quand Dany arriva. Elle ne savait pas pourquoi cela la surprenait. Sa mère la laissait toujours allumée. L'avait laissée allumée chaque nuit d'aussi loin que Dany pouvait se souvenir. À travers les couvre-feux du lycée, les visites à la maison pendant ses études, chaque arrivée tardive et chaque départ matinal, la lumière était simplement toujours là. Dany resta un moment dans la voiture à la regarder. Puis elle sortit. Elle était à mi-chemin de l'allée, toujours dans sa robe de mariée, l'ourlet déjà poussiéreux du gravier du lieu de réception, quand la porte s'ouvrit. Hélène Moreau se tenait dans l'embrasure de la porte en peignoir et chaussant ses cheveux grisonnants, lâches sur ses épaules. Elle regarda Dany, la robe, la veste pliée sur son bras et l'absence de quoi que ce soit sur sa main gauche. Elle ne posa pas une seule question. Elle recula simplement et ouvrit la porte plus grand. La cuisine sentait comme toujours le produit vaisselle et la légère douceur de la bougie que sa mère gardait sur le rebord de la fenêtre. Hélène mit la bouilloire en marche sans qu'on le lui demande, et Dany s'assit à la table dans sa robe de mariée et fixa le grain du bois pendant que l'eau chauffait. 2 tasses, 2 sachets de thé. Hélène posa une tasse devant elle, s'assit en face et attendit. Dany lui raconta tout. Elle garda une voix plate et égale tout du long. Le toast, le couloir. La main de Carole se levant de cette manière petite et gracieuse, le visage de Thomas devenant blanc. Elle lui parla de la question qu'elle avait posée et du silence qui y avait répondu. Elle lui parla de la bague qui s'était enlevée plus facilement qu'elle ne s'y attendait. Elle dit tout cela sans s'arrêter, comme si elle faisait un rapport, car c'était la seule façon qu'elle connaissait de le faire à ce moment-là, sans s'effondrer. Quand elle eut fini, la cuisine était silencieuse. Hélène enroula ses 2 mains autour de sa tasse. Elle regarda Dany longuement sans parler. Puis elle dit « J'ai renoncé à ma participation dans l'entreprise de ton père. » Dany leva les yeux. Quand il est parti, la voix d'Hélène était stable, simple, la voix de quelqu'un qui avait déjà pleuré il y a longtemps. « J'avais travaillé dans cette entreprise pendant 19 ans. J'ai tenu les comptes, géré le planning, couvert les saisons creuses avec mes propres économies 2 fois. » Elle fit une pause. « Mais je n'ai jamais officialisé les choses. Je pensais on ne fait pas ça avec quelqu'un qu'on aime. On ne rédige pas de papier comme si on s'attendait au pire. » Elle posa sa tasse avec précaution. « Il m'a offert un dédommagement un petit et j'ai dit non parce que je pensais que dire oui signifiait que j'étais le genre de femme qui compte le coût de l'amour. Je pensais que c'était indigne de moi. » Elle expira lentement par le nez. Il s'est remarié dans l'année. J'étais dans cette cuisine à essayer de comprendre comment expliquer à ma fille pourquoi nous vendions la maison. Dany ne dit rien. Elle connaissait déjà la fin de l'histoire. Elle avait vécu la fin de l'histoire, mais elle ne l'avait jamais entendue raconter aussi directement. Dany. Sa mère la regarda avec des yeux clairs et stables. « Tu as soutenu cette entreprise à bout de bras, tu le sais. » « Je n'ai jamais. Je veux dire, ce n'était pas officiel. Je n'avais pas de titre. Je n'ai pas. »« As-tu co-signé un prêt pour eux ?» Dany resta silencieuse. « Oui, » dit Hélène répondant pour elle. « Tu l'as fait. N'ose même pas partir de là sans rien. N'ose même pas faire ce que j'ai fait. » Elle resta dans la chambre d'amis pendant 2 jours. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Thomas appela 6 fois le premier jour et 2 fois le second, chaque appel allant sur la messagerie vocale. Elle n'écouta pas les messages. Elle connaissait déjà leur teneur prudent, plein d'excuses, probablement répété le même néant doux et bien intentionné que Thomas avait toujours offert à la place de quelque chose de réel. Elle retourna l'écran du téléphone et le laissa sur la table de chevet. Elle dormit. Elle mangea la nourriture que sa mère préparait sans vraiment en sentir le goût. Elle s'assit sur la terrasse arrière, en jogging d'emprunt, et regarda le chat du voisin traverser le jardin et pensa, avec une concentration lente et méthodique, aux documents qu'elle avait chez elle, ses copies du contrat de prêt, les emails, les rapports opérationnels qu'elle avait rédigés pour Lefebvre & Fils et qui portaient le nom de Thomas en tête, même si elle en avait écrit chaque ligne. 3 ans de paperasse, elle avait tout gardé non par méfiance, mais parce qu'elle gardait tout. C'était sa nature. L'après-midi du 2e jour, son téléphone sonna avec un numéro qu'elle n'attendait pas. Elle regarda l'écran. Isaac Colbert, pas Thomas, pas Carole. Isaac. Elle décrocha. « Dany. » Sa voix était basse et prudente. « Je suis content que tu répondes. Je veux être direct avec toi, alors je vais le dire simplement. » Une courte pause. Les comptes de l'entreprise ont un sérieux problème. Le genre de problème que seule une personne avec ton statut peut régler. Une autre pause plus lourde que la première. Et je pense que tu devrais savoir que Carole planifiait ça.
L'autre femme, la présentation, tout ça depuis des mois. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu n'avais pas tort. Ça remonte à plus loin que tu ne le penses. Dany resta très immobile. Quand pouvons-nous nous voir demanda-t-elle. Le bureau d'Isaac se trouvait au 2e étage d'un étroit bâtiment en briques de la rue Garibaldi, coincé entre un café et un cabinet d'experts comptables qui était là depuis les années 90. L'ascenseur était en panne. Dany monta les escaliers, son dossier sous le bras. La porte était déverrouillée. Elle frappa quand même. Entrez. Le bureau était petit et précis. Tout avait une place. Les étagères étaient organisées par année. Le bureau avait 3 piles de papier bien nettes et rien d'autre. Et la fenêtre derrière Isaac laissait entrer une lumière matinale grise et plate qui donnait à toute la pièce une atmosphère sérieuse professionnelle, comme un lieu où les choses se décidaient. Isaac se leva quand elle entra. C'était un homme mince, avec des cheveux grisonnants aux tempes, et le genre de visage qui ne trahissait que très peu de choses. Il connaissait le père de Thomas depuis 20 ans. Il était dans l'entreprise depuis plus longtemps que Thomas ne la dirigeait. Il regarda son dossier. « Tu as apporté des archives, dit-il. »« Je garde tout, dit-elle. » Quelque chose dans son expression changea. Pas tout à fait un sourire, plutôt un soulagement. Ils s'assirent. Il ouvrit son propre dossier en premier, plaça 3 pages côte à côte sur le bureau, comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant, ce qui était probablement le cas. Il ne se pressa pas. Il la laissa regarder. « Ça, c'est le prêt initial, dit-il en montrant la première page. Celui que tu as cosigné en février il y a 2 ans. Tu connais ce document. » Elle le connaissait. Elle reconnut sa propre signature en bas, à côté de celle de Thomas. Le montant, les conditions. Elle avait lu ce contrat 4 fois avant de le signer. « Ça, dit-il en posant son doigt sur la 2e page, c'est une 2e ligne de crédit professionnel ouverte 7 mois après la première. À ton nom. » Dany se figea. Elle se pencha et regarda de plus près. Son nom, son adresse, son crédit. La garantie mentionnée était le prêt initial, celui qu'elle avait signé de bonne foi 2 ans plus tôt, utilisé maintenant comme fondation pour quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, jamais accepté, dont elle n'avait même jamais entendu parler. « Je n'ai pas signé ça, dit-elle. »« Non, dit Isaac. Tu ne l'as pas fait. » Il plaça la 3e page devant elle. C'était une copie fidèle de sa signature nette, confiante exactement comme sa signature apparaissait sur une centaine de documents qu'elle avait traités au fil des ans chez Lefebvre & Fils. « Un tampon, dit-elle. »« Un tampon, confirma-t-il. Tu as donné à Thomas un tampon signature pour les documents administratifs, les factures de fournisseurs, les contrats de planning. Les documents à faible enjeu qui devaient circuler rapidement. » Il croisa les mains. « Quelqu'un l'a utilisé sur ça. » Dany se rassit. Elle regarda le plafond un instant, non par choc, mais avec ce sentiment froid et spécifique de comprendre quelque chose complètement pour la première fois, quelque chose qui était vrai depuis longtemps, avant qu'elle ne soit autorisée à le voir. Elle avait donné ce tampon à Thomas il y a 3 ans. Elle se souvenait de ce jour. Elle jonglait avec 2 emplois, à la fois son travail à plein temps dans l'entreprise de logistique et discrètement tout ce qui faisait tourner Lefebvre & Fils. Elle ne pouvait pas être disponible pour signer chaque papier de routine, alors elle avait fait faire le tampon et le lui avait donné sans y penser à 2 fois. Elle lui avait fait confiance. « Jusqu'où ça va ?» demanda-t-elle. « La ligne de crédit a été utilisée, dit Isaac. Pas entièrement, mais utilisée. Et la responsabilité de remboursement en cas de défaut, t'incombe passe à Thomas. Toi. » Elle sentit le chiffre avant qu'il ne le dise. Elle pouvait le voir dans la façon dont il la regardait attentivement. Il le lui dit. Elle ne broncha pas, mais elle le sentit. Une pression froide derrière le sternum, le genre qui ne disparaît pas rapidement. « Tu étais au courant, dit-elle. Ce n'était pas une accusation. C'était une question avec une forme spécifique. « Je sais que quelque chose ne va pas dans les comptes depuis plus d'1 an, dit-il prudemment. Ce n'est pas moi qui ai ouvert cette ligne de crédit. Je ne l'ai pas approuvée et je n'avais pas la qualité pour la signaler moi-même parce que je ne détiens pas la responsabilité. » Il la regarda directement. « Toi si. J'avais besoin que la personne dont le nom figure sur ces documents passait cette porte. » La pièce était silencieuse. Dany baissa les yeux sur les 3 pages alignées sur son bureau. Son nom, son crédit, sa garantie, sa signature utilisée sans elle. Elle pensa à sa mère, à la table de la cuisine en peignoir, les 2 mains enroulées autour d'une tasse, disant « N'ose même pas faire ce que j'ai fait. » Elle prit la 3e page et la tint un instant. Puis elle la reposa. « Je veux formaliser une réclamation légale, dit-elle, contre l'entreprise. Sur la base de ceci, elle tapota la page. Et sur la base de 3 ans de travail de conseil non documenté que j'ai moi-même entièrement documenté. » Elle le regarda. « Pouvez-vous m'aider à le faire ?»« Oui, dit simplement Isaac. »« Bien. » Elle fit glisser son propre dossier sur le bureau vers lui. « Alors commencez par ça. » Il l'ouvrit.
Ses yeux parcoururent lentement la première page, puis il passa à la seconde, et elle regarda son expression faire ce que font les expressions lorsqu'elles rencontrent quelque chose de plus approfondi que prévu. Elle le laissa lire, puis elle dit « J'ai aussi besoin de tout savoir sur Renata Dubois. » Le café s'appelait Le Boulot et la Bruyère. C'était le genre d'endroit avec des chaises dépareillées et de petites tables rondes nichées dans une rue latérale à quelques pâtés de maisons de l'université. Pas le quartier de Thomas, ni celui de Carole. C'était le but. Dany arriva 10 minutes en avance et choisit une table près de la fenêtre d'où elle pouvait voir la porte. Elle commanda un café noir et s'assit les deux mains à plat sur la table observant la rue. Elle avait trouvé Renata par l'intermédiaire de Mark Weber, une connaissance commune d'un événement immobilier régional auquel Dany avait assisté 2 ans plus tôt pour le compte de Lefebvre un fils. Mark connaissait la famille Dubois professionnellement. Un coup de fil honnête. J'essaie de comprendre quelque chose qui m'a affecté personnellement et j'ai besoin de parler à quelqu'un directement. Et il avait transmis le message sans drame. Renata avait accepté de se rencontrer, ce qui en disait long à Dany. Elle entra exactement à l'heure convenue. Elle était plus jeune que Dany ne l'avait imaginé, bien qu'elle connût son âge. 29 ans, soignée mais pas ostentatoire. Pantalon sombre, un chemisier couleur crème, les cheveux tirés en arrière. Elle balaya la pièce du regard une fois trouva Dany à la table près de la fenêtre et s'avança avec la posture prudente de quelqu'un qui essaie de paraître plus à l'aise qu'elle ne l'est. « Daniel, dit-elle. Dany. » Elle désigna la chaise en face d'elle. « Merci d'être venu. » Renata s'assit lentement. Elle croisa les mains sur la table, imitant Dany sans sembler le remarquer. « Je n'étais pas sûre de devoir venir, dit-elle. Mais je me suis dit, je ne sais pas, ça me semblait mal de ne pas le faire. Je ne suis pas là pour vous compliquer les choses, dit Dany. Je veux juste comprendre la chronologie, c'est tout. » Renata hocha la tête, mais sa mâchoire resta crispée. Un serveur arriva. Renata commanda un thé. Aucune des deux ne parla jusqu'à ce que le serveur soit parti. « Je veux dire quelque chose avant de commencer, » dit Renata. « Je ne savais pas qu'il était fiancé. Je veux que vous le sachiez. »« Je vous crois, » dit Dany. Cela sembla surprendre Renata. Elle s'était attendue à une confrontation. Elle s'y était préparée, et maintenant elle ne savait plus quoi faire de ses mains. « Qu'est-ce que Carole a dit à votre famille ?» demanda Dany doucement clairement. Renata regarda la table un instant. « Elle a dit à mon père que Thomas avait été dans une relation à long terme, qui était arrivée à son terme, qu'elle s'était éteinte depuis un moment, et que les choses s'étaient, son mot était, discrètement terminées. Qu'il était à une étape de sa vie où il cherchait à se poser sérieusement. » Elle leva les yeux. « C'est tout. C'est comme ça que ça a été présenté. Une amie de la famille présentant un homme récemment célibataire. » « Quand a-t-elle dit ça à votre famille ?» Renata pinça les lèvres. « Je pense en mars, peut-être fin février. » Dany garda un visage impassible. Fin février. Le mariage avait eu lieu en juin. À ce stade, ils avaient déjà envoyé les save the date. Elle et Thomas planifiaient activement ensemble. Elle choisissait les centres de table, négociait la location de la grange et cosignait un deuxième prêt sans savoir que c'en était un. Le premier dîner a eu lieu en avril, continua Renata chez Carole. Elle a fait comme si c'était très décontracté, juste un repas de famille. Thomas était là. Il était charmant. Honnêtement, rien ne semblait anormal. Elle fit une pause. Il y a eu 2 autres dîners après ça. Un déjeuner en mai, et puis le... Elle s'arrêta. Le mariage était en juin, dit Dany doucement. Renata se figea. Elle regarda Dany, la regarda vraiment peut-être pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Quelque chose traversa son visage, l'arithmétique lente et écœurante d'une chronologie qui se met en place. « Il était encore fiancé à vous, dit-elle. Pendant tous ces dîners, il était encore fiancé à vous. Oui. Elle nous a dit que c'était fini. » La voix de Renata resta égale, mais à peine. Elle s'est assise dans le salon de mon père et lui a dit que c'était fini. Elle était si... Elle secoua la tête. Elle était si catégorique à ce sujet. Comme si c'était juste un fait, de l'histoire ancienne. Ça ne l'était pas. Dit Dany. Non. Renata expira. Non, clairement pas. Le thé arriva. Aucune des deux n'y toucha. Renata resta silencieuse un long moment. Son sang-froid était toujours là, mais il s'était transformé en quelque chose de plus dur, de plus résolu. « On s'est servi de moi, dit-elle. Ce n'était pas une question. De moi aussi, dit Dany. Ça a fait mouche. Elle pouvait le voir. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. La voix de Renata était basse et ferme. Thomas, sa mère, rien de tout ça. Elle regarda Dany avec une lueur proche de la colère dans les yeux. Et mon père doit savoir. Il a fait confiance à la parole de Carole. Il m'a mise dans cette situation sur la base de sa parole. Il doit savoir exactement que ce qu'elle lui a dit était un mensonge. Je pense que c'est la bonne décision, dit Dany.
Renata repoussa légèrement sa chaise comme si elle avait besoin d'espace pour contenir ce qu'elle venait d'apprendre. Elle regarda par la fenêtre un instant puis de nouveau vers Dany. « Elle a planifié ça, dit Renata. Ce n'est pas quelque chose qui est juste arrivé. Elle l'a planifié. »« Oui, dit Dany. C'était la première fois qu'elle le disait à voix haute à quelqu'un d'autre qu'Isaac. Et l'entendre confirmer non pas seulement par un dossier de documents, mais par la bouche de l'autre femme que Carole avait utilisée, le rendit réel d'une manière différente, plus froide, plus complète. La trahison n'avait pas commencé le soir du mariage. Elle durait depuis des mois, avant même que Dany ne marche vers l'hôtel. On frappa un jeudi matin. Dany était à la table de la cuisine de sa mère avec une deuxième tasse de café et un tableur imprimé quand elle l'entendit. 3 coups secs. Hélène était à l'étage. Dany repoussa sa chaise et alla à la porte. Carole Lefebvre se tenait sur le perron dans un manteau beige et des talons bas. Son sac à main en boucle sur un bras. Ses cheveux étaient faits. Son maquillage était fait. Elle avait l'air de s'être préparée pour cela, comme elle se préparait pour tout avec soin délibérément, avec une apparence de facilité. Dany. Sa voix était chaude, concernée. « Je suis contente que tu répondes. » Dany la regarda un instant, juste la regarda. « J'espérais que nous pourrions parler, dit Carole. Juste nous deux. Je pense qu'il y a eu beaucoup de blessures des deux côtés, et je détesterais que les choses restent si embrouillées, alors qu'il n'y a vraiment aucune raison. » Dany recula de la porte et la laissa entrer. Elle n'offrit pas de café. Elles s'assirent dans le salon. Carole se percha au bord du canapé, les mains sur ses genoux. L'image d'une femme raisonnable. Dany s'assit dans le fauteuil en face d'elle, les pieds à plat sur le sol. « Je veux commencer par dire que je suis désolée, » dit Carole. « Ce que tu as entendu cette conversation avec Thomas, je sais comment ça a dû sonner. Je m'inquiétais pour lui. C'est tout ce que j'ai toujours fait. Une mère s'inquiétant pour son fils. Tu lui as dit qu'il pouvait trouver mieux, dit Dany. Le jour de notre mariage. Je sais. » Carole pinça les lèvres dans une expression censée ressembler à du remords. C'était mal choisi, je l'admets. Mal choisi. Pas faux, pas cruel, juste mal choisi. Je n'ai toujours voulu que le meilleur pour cette famille, continua Carole, sa voix s'adoucissant en quelque chose de travaillé. Thomas a tellement de pression sur lui, l'entreprise, l'héritage de son père. Je voulais seulement m'assurer que... Carole. La voix de Dany était calme. Qu'as-tu dit à Thomas à mon sujet, pas le jour du mariage, avant? Carole s'arrêta. Elle se recalibra. Dany pouvait le voir. Le petit ajustement interne, le passage du mode excuse à autre chose. Je lui ai dit la vérité, dit Carole, telle que je la voyais, c'est-à-dire... Carole leva le menton juste un peu. Que tu es une femme capable, intelligente. J'ai toujours pensé ça. Mais Thomas a 36 ans. Il veut une famille. Il veut des racines. Et toi? Elle fit une pause. Tu as toujours été très concentrée sur ta carrière, ton indépendance, ce qui est admirable. Vraiment. Mais une femme de ton âge avec tes priorités. Dis-le clairement, dit Dany. Carole la regarda, puis elle le dit. Je lui ai dit que tu vieillissais, que si la famille et l'héritage comptaient pour lui, il devait sérieusement se demander si tu étais toujours la bonne personne. Qu'une femme comme Renata, plus jeune de la bonne famille, avait encore le temps de lui donner une vraie stature. Le genre de stature dont cette famille a besoin. La pièce était silencieuse. Dany ne bougea pas. Elle s'assit avec ces mots et les sentit s'installer. Vieillir, a encore le temps, vraie stature. Elle avait déjà entendu ces mots, non pas prononcés à voix haute, mais absorbés à travers les murs de la maison de son enfance, dans les mois précédant le jour où son père avait fait sa valise et n'était pas revenu. Sa mère avait 41 ans. Sa mère avait passé 18 ans à construire une vie aux côtés d'un homme qui avait un jour décidé qu'elle avait dépassé son pic d'utilité. Et Carole Lefebvre avait passé 12 mois à murmurer exactement le même calcul à l'oreille de son fils. Cela aurait pu la briser. Ça a failli. Mais à la place, ça a fait autre chose. Ça a tout clarifié car maintenant elle comprenait que ce n'était pas impulsif. Ce n'était pas un mauvais moment à un mariage. C'était une décision lente et délibérée construite tranquillement sur une année conçue pour que Thomas la voie comme son père avait autrefois vu sa mère, comme quelque chose d'usé. Carole la regardait attendant peut-être des larmes ou une explosion, une réaction qu'elle pourrait gérer. Dany ne lui donna ni l'un ni l'autre. « Tu as construit ça avec soin, » dit Dany. Sa voix était égale. Pendant longtemps. Carole ouvrit la bouche. « Je ne demande pas, » dit Dany. « Je le dis juste pour que tu saches que je le comprends parfaitement. » L'expression de Carole changea. La chaleur disparut. Ce qu'il y avait en dessous n'était pas de la culpabilité. C'était quelque chose de plus proche de l'impatience. « Dany, je pense que si tu voulais juste... » « Je n'ai plus rien à te dire, Carole. » Dany se leva. « Ce n'est pas de la colère. J'en ai juste fini. » Elle se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. Carole se leva lentement. Elle regarda Dany un long moment.
cherchant quelque chose contre quoi pousser une émotion qu'elle pourrait utiliser comme prise. Elle ne trouva rien. Elle sortit. Dany ferma la porte derrière elle, pas fort, juste fermée. Elle resta dans le couloir pendant 3 secondes. Puis elle retourna à la cuisine, prit son téléphone et appela Isaac. Il répondit à la 2e sonnerie. « C'est moi, dit-elle. Je suis prête. Allons de l'avant. » Le cabinet d'avocat de Patricia Huet se trouvait au 3e étage d'un immeuble étroit du centre-ville coincé entre une société de titres de propriété et un cabinet fiscal. La moquette était grise. Le mobilier était simple. Pas de diplôme encadré au mur essayant trop d'impressionner. Juste un petit bureau en bois, 2 chaises en face et une fenêtre qui donnait sur la rue en contrebas. Dany aima immédiatement. Patricia Huet avait la mi-cinquantaine compacte et sans précipitation, avec des lunettes de lecture relevées sur sa tête et un bloc-notes déjà ouvert quand Dany et Isaac s'assirent. Elle regarda le dossier que Dany posa sur le bureau comme un médecin regarde une radio, pas alarmée, juste intéressée. « Expliquez-moi, dit-elle. » Dany lui expliqua. Elle commença par le prêt cosigné il y a 2 ans, puis la 2e ligne de crédit, celle qu'elle n'avait jamais approuvée, celle ouverte, en utilisant un tampon signature que Thomas lui avait donné pour des formalités d'expédition et rien d'autre. Elle disposa les documents dans l'ordre un par un, le contrat de prêt initial, la demande non autorisée. Côte à côte, les 2 signatures, une authentique, une reproduite à partir d'un tampon. Isaac posa son résumé d'audit sur le dessus de la pile propre numérotée, annotée de son écriture soignée. Patricia lut sans interrompre. Elle tourna une page puis une autre. Puis elle posa le bloc-notes et regarda Dany par-dessus ses lunettes. « Vous avez 2 ans de travail de conseil sans accord formel ?» demanda-t-elle. « C'est exact. Une communication écrite, documentant votre rôle, emails, SMS, n'importe quoi. 2 dossiers complets. » Dany les posa sur le bureau. « Des négociations avec des fournisseurs que j'ai menés, des problèmes de planning que j'ai résolus, 3 contrats que j'ai rédigés et que Thomas a signés. J'ai gardé des copies de tout. » Patricia resta silencieuse un instant. « Vous ne saviez pas que vous faisiez ça à l'époque. Ce n'était pas tout à fait une question. »« Non, dit Dany. Je gardais juste des archives. C'est ce que je fais. » Patricia regarda Isaac. « Et vous êtes prête à témoigner des irrégularités financières, par écrit ou en personne, dit Isaac. Quoi qu'il faille. » Patricia se rassit dans son fauteuil et tapota une fois le bord du bloc-notes avec son stylo. « Madame Moreau, vous avez une position très solide ici. La ligne de crédit non autorisée à elle seule, étant donné que votre garantie a été utilisée et que votre signature a été reproduite sans consentement, crée une exposition juridique importante pour Thomas Lefebvre, combinée à 2 ans de travail de conseil documenté, effectué sans compensation ni reconnaissance formelle, vous avez une réclamation légitime à une participation majoritaire dans Lefebvre & Fils. » Elle fit une pause. Une participation de contrôle selon la manière dont cela est structuré. Dany hocha la tête. Elle s'y attendait, mais l'entendre dire à voix haute par quelqu'un sans intérêt dans l'affaire avait quand même un poids qu'elle se permit de ressentir pendant 1 seconde exactement. Puis, elle passa à autre chose. « Je veux organiser une réunion, dit-elle, avec Thomas et sa mère. Je veux qu'ils viennent en pensant que c'est une conversation sur le mariage et une transition d'entreprise. Des termes généraux, rien de spécifique. » Patricia la regarda. « Vous ne voulez pas les alerter ?»« Non. » Un petit hochement de tête. « Alors nous garderons l'invitation vague. Transition d'entreprise, discussion de bonne volonté, ce genre de langage. » Elle prit une note. « Je rédigerai le texte de la demande de réunion cet après-midi. » L'invitation partit le soir même. Isaac l'envoya depuis sa propre adresse e-mail, ce qui était la bonne décision. Thomas faisait confiance à Isaac, ou du moins, il faisait confiance à la version d'Isaac qu'il pensait connaître. Le message faisait 5 phrases. Il mentionnait le mariage, l'entreprise, la nécessité de discuter des prochaines étapes. Il ne mentionnait le nom de Patricia Huet que comme une facilitatrice neutre. Thomas confirma dans l'heure. Carole confirma 20 minutes plus tard. Dany lut les 2 confirmations sur son téléphone assise à la table de la cuisine d'Hélène. Elle posa le téléphone et retourna au document devant elle. Elle travailla pendant 3 heures ce soir-là. Non pas parce qu'elle en avait besoin. Tout était déjà en ordre depuis la réunion avec Patricia. Mais parce que l'acte de tout revoir calmait quelque chose en elle. Elle sépara les documents en 3 groupes, la réclamation financière, les preuves de falsification, l'audit d'Isaac. Elle attacha chaque groupe avec un trombone. Elle étiqueta chaque trombone de son écriture nette en lettres capitales. Elle fit une 2e copie de tout et la mit dans un dossier séparé, au cas où la première serait contestée. Elle n'était pas anxieuse. Elle le remarqua et trouva cela intéressant. À 21h30, son téléphone vibra. Isaac. « Tout est confirmé pour demain. Je serai là à 9h. Ça va ?» Elle répondit. « Oui, les documents sont prêts. À 9h. »
Elle posa le téléphone et regarda la table. 3 piles des bords nets, tout étiqueté, tout confirmé. Hélène apparut dans l'embrasure de la porte en peignoir, un verre d'eau à la main. Elle regarda la table. Elle regarda Dany. Elle ne dit rien. Elle hocha juste la tête, une fois ce genre de hochement de tête lent et certain qui signifie « je te vois », et retourna dans le couloir. Dany rassembla les piles, avec soin les glissa dans son sac et éteignit la lumière de la cuisine. Elle alla se coucher. Elle ne resta pas éveillée. La salle de conférence de Lefebvre Fils sentait le vieux café et le nettoyant pour moquette. C'était une petite pièce, une table rectangulaire, 6 chaises, un tableau blanc sur un mur, avec un planning de fournisseurs, encore écrit au marqueur bleu. Une fenêtre donnait sur le parking. La lumière du matin entrait sous un angle plat, le genre qui rendait tout un peu trop net. Dany était déjà venue dans cette pièce. Elle s'était assise à cette table pour renégocier un contrat de matériaux que Thomas avait laissé déraper. Elle s'était tenue devant ce tableau blanc et avait élaboré un calendrier de livraison qui avait fait économiser 11 000 € à l'entreprise en un trimestre. Elle savait exactement combien de dalles de plafond il y avait dans cette pièce. Elle les avait comptées une fois en attendant que Thomas finisse un appel. Elle entra comme si elle en était la propriétaire, car bientôt légalement, elle le serait. Thomas était déjà assis quand ils arrivèrent, veste sur le dos, les mains croisées sur la table, de la manière dont les gens croisent les mains quand ils essaient de paraître calmes et ne le sont pas. Carole était assise à sa gauche, vêtue d'un chemisier crème, ses cheveux argentés coiffés, sa posture rigide, celle qui joue la dignité plutôt que de la ressentir. Elle avait un petit carnet en cuir devant elle, dans lequel elle n'avait clairement aucune intention d'écrire. Ils regardèrent tous les deux Patricia Huet puis Isaac, puis les dossiers que Dany posa sur la table. Le sourire de Carole tint exactement 1 seconde de trop. « Dany, » dit Thomas. Il se leva légèrement, puis sembla incertain de devoir le faire et se rassit. « Je suis content que tu sois venu. » Dany s'assit en face de lui. Elle posa ses mains à plat sur le dossier devant elle. « Merci à vous deux d'être ici, » dit-elle. Sa voix était égale. « Ça ne prendra pas longtemps. » Elle ouvrit le dossier et commença. Elle n'éleva pas la voix une seule fois. Elle commença par le prêt cosigné, celui qu'elle avait signé il y a 2 ans pour éviter la faillite de Lefebvre Fils, celui que Thomas avait présenté comme une mesure temporaire, celui qu'il avait promis être une formalité. Elle fit glisser une copie sur la table. Thomas la regarda. Carole ne tendit pas la main pour la prendre. Puis le deuxième document, la ligne de crédit non autorisée ouverte au nom de Dany des mois plus tard, en utilisant sa garantie, en utilisant le tympan signature qu'elle avait donné à Thomas pour des approbations d'expédition de routine et rien d'autre. Elle posa le résumé d'audit d'Isaac à côté. « Isaac, » dit-elle. Isaac se pencha en avant. « J'ai audité les archives de l'entreprise sur les 3 dernières années, » dit-il. La deuxième ligne de crédit a été ouverte à l'insu et sans le consentement de Madame Moreau. La signature sur la demande correspond exactement au tampon, ce n'est pas une signature manuscrite. C'est confirmé par un expert en documents que j'ai fait intervenir il y a 4 jours. Il fit glisser sa propre copie du rapport de l'expert sur la table. Les fonds de cette ligne de crédit sont allés directement dans les comptes d'exploitation de Lefebvre Fils. Thomas fixa le rapport. Sa mâchoire bougea légèrement, mais rien ne sortit. « Ce n'est pas, » commença Carole. « Je n'ai pas fini, » dit Dany. Carole ferma la bouche. Dany sortit le 3e document, un résumé imprimé de dates et de conversations, la chronologie qu'Isaac l'avait aidé à reconstituer, confirmée par Renata lors de leur rencontre au café. « 8 mois avant mon mariage, » dit Dany. « Vous avez dit à la famille de Renata Dubois que Thomas et moi avions discrètement mis fin à nos fiançailles, qu'il était célibataire et disponible. » Elle regarda Carole directement. Renata croyait être présentée à un homme libre. Elle n'avait aucune idée que les fiançailles étaient actives. Elle n'avait aucune idée qu'il y avait une invitation de mariage déjà imprimée avec son nom sur la liste des invités. Dany fit glisser le document. « Ce n'est pas un malentendu, c'est un mensonge que vous avez raconté à une autre famille pour orchestrer un remplacement. » Le menton de Carole se leva. « Je veillais à l'avenir de mon fils. Ce que j'ai dit à la famille Dubois a été complètement sorti d'eux. »« J'ai dit que je ne suis pas intéressé par votre explication, » dit Dany. « Je vous dis ce que je sais et ce que je peux prouver. » Thomas se recula légèrement de la table. « Dany, pouvons-nous juste? Puis-je te parler 1 minute en privé ?» Sa voix avait baissé. Elle avait cette douceur familière à laquelle elle avait l'habitude de faire confiance. « Je veux m'excuser. Je sais que j'ai mal géré les choses et je suis... » « Non, » dit Dany. Le mot était plat et net, pas en colère, juste fini. « Je veux juste 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Tu as eu 3 ans. » Elle se retourna vers la table. « Nous ne sommes pas ici pour des excuses. » Patricia Huet, qui n'avait pas parlé jusqu'à présent,
ouvrit son propre dossier. Madame Moreau a des motifs pour une réclamation légale à une participation de contrôle dans Lefebvre Fils, dit-elle, sur la base de l'utilisation non autorisée de sa garantie de la signature falsifiée sur la demande de ligne de crédit et de 2 ans de travail de conseil documenté, effectué sans compensation ni reconnaissance formelle. Elle fit glisser le résumé de la réclamation vers Thomas. « Nous sommes prêts à déposer cette semaine. » Thomas prit le document. Il lut le premier paragraphe, puis il le posa et regarda Dany. De la manière dont les gens regardent quand ils comprennent enfin quelque chose qu'ils auraient dû comprendre il y a longtemps. Carole dit quelque chose. Dany ne saisit pas tout. Quelque chose sur la famille, la loyauté et ce que le père de Thomas aurait voulu. Dany la regarda. « J'exerce mon droit légal à une participation de contrôle dans cette entreprise, dit-elle. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Cette réunion est terminée. » Elle ferma son dossier, rassembla ses documents et se leva. La paperasse prit 11 jours. Dany signa les derniers documents un mardi matin au bureau de Patricia Ouet, assise à un bureau propre avec une tasse de café qu'elle n'avait pas touchée. Le stylo glissa sur chaque ligne sans hésitation. Quand ce fut fait, Patricia glissa le dossier dans une enveloppe Kraft, la ferma et dit « Félicitations, vous détenez une participation de contrôle dans Lefebvre Fils. » Dany hocha la tête. Elle prit son café, botta fin une gorgée et regarda par la fenêtre le parking en contrebas. Elle ne se sentait pas triomphante, pas encore. Elle se sentait précise comme une machine qui avait fonctionné légèrement de travers pendant des années et qui venait enfin d'être recalibrée. Isaac appela Thomas le même après-midi. Il n'envoya pas d'email. Il n'envoya pas de lettre par l'intermédiaire de Patricia. Il appela Thomas directement comme le fait un homme qui respecte quelqu'un assez pour lui dire la vérité en face, même si c'est un visage à l'autre bout du fil. Dany n'était pas là pour l'appel, mais Isaac lui en parla plus tard, assis en face d'elle, dans le même petit restaurant où ils s'étaient rencontrés la première fois. « Je lui ai dit que j'arrêtais, » dit Isaac. Il enroula ses 2 mains autour de sa tasse. « Pas en colère, juste fini. J'ai dit que je ne pouvais pas tenir les comptes d'une entreprise qui traitait les gens comme celle-ci t'a traité. J'ai dit que son père aurait eu honte de ses documents de ligne de crédit. Et puis j'ai raccroché. » Comment l'a-t-il pris ? Isaac regarda la table. Il n'a rien dit. C'était le pire. Je crois qu'il est juste devenu silencieux. C'était tout Thomas. Quand les choses devenaient difficiles, il devenait silencieux. Dany avait passé 3 ans à combler ce silence pour lui. Elle n'allait plus le combler. Isaac était chez Lefebvre Fils depuis 9 ans. Pendant ce temps, il avait noué des relations personnelles avec chaque client majeur de l'entreprise. Il connaissait les chefs de projet par leur nom. Il connaissait leurs délais, leur budget, leurs petites manies concernant la facturation. C'était lui qu'ils appelaient quand quelque chose devait être réglé. Quand Isaac partit, il ne prit aucun dossier. Il n'en avait pas besoin. Il lança simplement son propre cabinet de conseil. Et en 3 semaines, 4 des 5 plus gros clients de Lefebvre Fils l'avaient suivi. Non pas parce qu'il les avait recrutés, mais parce qu'ils lui faisaient confiance et ils n'avaient plus de raison de faire confiance à l'entreprise qu'il avait quittée. Le fournisseur de matériaux sur lequel Thomas comptait depuis 6 ans refusa de renouveler leur contrat. Un promoteur qui avait fait appel à Lefebvre Fils pour 3 projets consécutifs appela pour dire qu'ils allaient prendre une autre direction. Thomas envoya 2 emails et laissa un message vocal pour tenter de les faire changer d'avis. Personne ne rappela. L'entreprise ne s'effondra pas d'un coup. Elle s'affaissa. Comme un toit avec trop de supports cassés, elle garda sa forme juste assez longtemps pour que l'on croie que tout irait bien. Et puis non. Le gala de charité de la Fondation Whitmore était le genre d'événement auquel Carole Lefebvre avait assisté chaque année pendant 16 ans sans jamais en manquer un. Il se tenait au Cercle Halding le premier samedi du mois, une salle pleine de jeunes dont Carole avait passé toute sa vie d'adulte à gérer soigneusement les opinions. Elle avait acheté une nouvelle robe pour celui-ci hors pâle, le genre de robe qui dit « tout va bien » sans avoir à prononcer un mot. Elle se disait depuis des semaines qu'elle pouvait encore arranger la situation avec les Dubois, que c'était un malentendu, que le père de Renata Gérald Dubois était un homme raisonnable, et que les hommes raisonnables pouvaient être raisonnés. Elle découvrit qu'elle avait tort à l'heure du cocktail. Gérald Dubois se tenait près des fenêtres avec 2 autres promoteurs quand Carole s'approcha. Elle sourit, tendit la main, dit son nom chaleureusement comme elle l'avait toujours fait. Il regarda sa main puis son visage. « Carole », dit-il. Sa voix était égale polie de cette manière qui demande un effort. « Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. » Il se retourna vers sa conversation. Les 2 hommes avec lui jetèrent un coup d'œil à Carole, puis détournèrent le regard. L'un d'eux déplaça légèrement son épaule fermant le groupe. Carole resta là un instant la main encore à moitié tendue. Puis elle l'abaissa et se dirigea vers le bar. Et elle ne s'arrêta pas de marcher jusqu'à ce qu'elle soit hors de la ligne de mire de chaque personne qui venait d'assister à la scène.
Ça ne resta pas secret, ça ne l'est jamais dans ce genre de salle. Au moment du dîner, 3 personnes différentes avaient entendu 2 versions différentes de ce que Carole avait fait. Le mensonge qu'elle avait raconté à la famille Dubois, les fiançailles qu'elle avait saboté la femme qu'elle avait manœuvrée hors de la vie de son fils. Les versions variaient dans les détails, mais s'accordaient sur les faits qui comptaient. À la fin de la soirée, Carole n'avait parlé à presque personne, et les quelques conversations qu'elle réussit à avoir furent courtes et guindées. Le genre de conversations que les gens offrent quand ils cherchent déjà une raison de s'éloigner. Elle rentra seule chez elle. Thomas apprit pour le gala le lendemain matin. Un SMS d'un ami de la famille bref et gêné qui disait seulement « Soirée difficile pour ta mère hier soir. J'ai entendu ce qui s'est passé avec les Dubois. Désolé mec. » Il s'assit à sa table de cuisine et le lut 2 fois. Dehors, la même ville traversait sa matinée comme elle le faisait toujours. Des gens allant quelque part faisant des choses. Il resta assis là longtemps dans une entreprise qui n'était plus vraiment la sienne, dans une vie qui ressemblait de moins en moins à celle de son père chaque jour, et essaya de comprendre où exactement il avait lâché le volant. Le bureau avait une bonne lumière. C'était la première chose que Danny avait dite quand Isaac lui avait fait visiter l'espace 11 mois plus tôt, avant l'arrivée des meubles, avant que l'enseigne ne soit posée sur la porte. Les fenêtres donnaient à l'est, et le matin, toute la pièce se remplissait d'un soleil clair et pâle. Moreau, Anne Colbert Conseil, en opération. Le nom était imprimé sur du verre dépoli au-dessus de la réception en lettres sombres et simples. Pas de fioritures, rien de sophistiqué, juste le travail. Le nom de la cliente était Priya Anand. Elle dirigeait une entreprise de distribution de taille moyenne qui perdait de l'argent quelque part dans sa chaîne d'approvisionnement et ne parvenait pas à trouver la fuite. Elle avait été recommandée par un promoteur qu'Isaac connaissait, et elle était assise en face de Danny maintenant, avec un ordinateur portable ouvert et un bloc-notes couvert d'une écriture soignée, le genre de personne qui fait ses devoirs avant une première réunion. Danny l'apprécia immédiatement. « Votre redressement du groupe Ellison a pris 4 mois, dit Priya. Leur précédent consultant leur avait annoncé 1 an. Le problème n'était pas compliqué, dit Danny. Il n'avait juste pas été regardé honnêtement. Priya l'étudia un instant. C'est soit très confiant, soit très précis. D'après mon expérience, dit Danny, c'est généralement les deux. Isaac, assis à la gauche de Danny, avec son propre dossier ouvert, sourit à la table. Priya les engagea avant de quitter le bâtiment. Thomas travaillait toujours chez Lefebvre en fils. Ce qu'il en restait en tout cas. Il ne la dirigeait plus comme avant. Il n'y avait plus rien à diriger de cette manière. 2 employés au lieu de 14, une poignée de petits chantiers résidentiels, le genre que son père avait accepté dans les toutes premières années, avant que l'entreprise ne devienne quelque chose de réel. Le bureau de la rue Clément était le même, mais plus calme maintenant. Le parking devant avait plus de place vide que pleine. Il n'était pas marié, il ne voyait personne. Il avait envoyé à Danny un long email 9 mois plus tôt qui commençait par « J'ai beaucoup réfléchi » et se terminait par « Je sais que je ne mérite rien de ta part ». Danny l'avait lu une fois, l'avait fermé et avait continué son après-midi. Renata Dubois s'était retirée de l'orbite des Lefebvre proprement et sans drame, comme le fait une femme qui comprend enfin qu'elle n'a jamais fait partie de l'histoire dans laquelle elle pensait être. Elle avait dit la vérité à son père, et son père avait agi en conséquence. C'était la dernière chose que Danny avait entendue d'elle. Carole appelait toujours Thomas le dimanche. Il répondait toujours parce que c'était Thomas. Il répondrait toujours même quand la personne qui appelait n'avait plus rien à offrir à aucun d'eux. Elle avait essayé 2 fois de réintégrer le cercle Whitmore, assistant à des événements plus petits, souriant, à des gens qui lui rendaient un sourire crispé. Le mal était fait. Certaines choses, une fois ditées dans une pièce remplie des bonnes personnes, ne peuvent être reprises. Elle avait bâti toute sa vie autour de ce que les autres pensaient d'elle. Et maintenant, les gens dont elle avait le plus apprécié les opinions avaient simplement cessé de penser à elle. Danny se rendit chez sa mère un vendredi soir début octobre, quand l'air commençait à peine à tourner et que les arbres le long de la rue d'Hélène prenaient des teintes ambrées sur les bords. Hélène avait fait de la soupe la bonne sel qui doit mijoter toute la journée et la maison sentait l'oignon, le laurier et quelque chose de chaud que Danny ne pouvait nommer mais qu'elle avait toujours associé à la sécurité. Elles mangèrent à la table de la cuisine comme toujours. Hélène demanda des nouvelles de la réunion avec Anand. Danny lui dit que ça s'était bien passé. Hélène hocha la tête et dit « bien », comme elle disait la plupart des choses, simplement sans fioriture. Une fois la vaisselle faite et le thé préparé, elles se rassirent à la même table où Danny était apparu 1 an plus tôt en robe de mariée, le maquillage coulant la bague encore au doigt. Elle pensait parfois à cette femme non pas avec pitié, mais plutôt comme on pense à quelqu'un qu'on a connu, quelqu'un qu'on avait complètement compris mais qu'on avait dépassé sans vraiment se rendre compte que cela se produisait. « J'ai fait quelque chose cette semaine », dit Danny. Hélène enroula ses 2 mains autour de sa tasse.
Qu'est-ce que c'est? J'ai vendu la bague. Hélène resta silencieuse un instant. Le réfrigérateur bourdonna. Quelque part dehors, une voiture passa lentement dans la rue mouillée. Et Hélène dit « Et je l'ai utilisé pour le bail du bureau ». Dany baissa les yeux sur son thé. Premier mois, dernier mois, et caution. Ça a couvert presque tout. Hélène posa sa tasse. Elle tendit la main sur la table et posa sa main sur celle de Dany juste un instant, sans serrer juste là. Ta grand-mère avait un dicton, dit Hélène. Elle disait que la meilleure chose que tu puisses faire avec quelque chose qui était censé te retenir, c'est de le dépenser pour quelque chose qui t'élève. Dany regarda sa mère. Hélène reprit sa tasse. Je pense qu'elle aurait aimé ce bureau. Dany sourit. La lumière au-dessus de la table était chaude et stable, et dehors la soirée d'octobre s'installait autour de la maison calme et sans hâte. Elle but son thé.